Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, un sujet important, un poil technique, mais un sujet primordial. Il s'agit de prendre les armes. C'est le nom de l'ouvrage de mon invité, que tout est dans le titre. Il s'agit d'une réflexion sur les armes, leur accès, leur rôle et euh, et une arme avant de s'utiliser, ça se pense. Donc, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez déjà, vu qu'il est déjà venu au cercle, notre ami Bertrand de Saint-Germain. Bertrand, bonjour. Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, là, tu avais sorti ton ouvrage juridiquement correct que tu étais venu nous présenter. Et là, Oui, tu es aux éditions Le Polémarque, qui est une petite maison d'édition dont on ne parle pas assez. Donc, je profite pour saluer le travail éditorial donc, de Laurent Champ, et qui a eu l'excellente idée de sortir ce livre, qui est à la fois un point intellectuel et juridique, plus des parts sociologiques sur certaines questions liées aux armes, on y reviendra. Euh, Question habituelle, pourquoi avoir écrit cet ouvrage avant qu'on entre dans le fond est-ce par passion personnelle pour la gâchette, le, par une envie occasionnelle de défourailler les voisins? Dis-moi. non, celle-là, je l'ai comme tout le monde, mais non, la véritable raison, c'est la curiosité intellectuelle. J'ai été amené, en suivant les travaux d'un étudiant, à m'intéresser à cette question, sur laquelle finalement je ne connaissais que très peu de choses. Je connaissais l'histoire un peu du deuxième amendement américain, et puis c'est à peu près tout. Et lire la réflexion de cet étudiant m'a conduit à dire, mais quand même, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il y a sur la question? Et c'est là que je me suis aperçu que du côté de l'université française, du côté de la pensée française, on était confronté au néant. Il n'y a actuellement en France aucun livre sur cette question. Une thèse vient d'être soutenue l'an dernier à Tours sur ces questions-là. Et si on lit toute la doctrine, il y a trois articles qui abordent un tant soit peu cette question de l'accès aux armes. Pour aller plus loin, dans tous les livres de droit pénal français, il n'y a aucun développement sur les doctrines américaines de l'utilisation des armes autour et au-delà de la légitime défense. Et cette terra incognita française m'a conduit à dire, eh bien, il faut mettre à la disposition des lecteurs francophones la réalité, les éléments historiques, un peu de sociologie, juridique, politique, soulevés par toutes les questions relevant de l'accès aux armes. Voilà comment j'ai été amené à travailler sur cette question. Alors, commençons tout de suite dans le vif du sujet. Et la question de l'accès aux armes dépend de beaucoup d'où on part. Tu vois, la doctrine républicaine classique peut être aisément résumée par cette excellente phrase de notre ami le stratège suisse Bernard Wicht: un citoyen désarmé, ce n'est qu'un contribuable. Euh, Est-ce que tu peux faire un point sur comment on a pensé, dans les grandes lignes, l'accès aux armes de notre culture, comment on la pense aujourd'hui, ou parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, d'ailleurs c'est très drôle, pour en avoir déjà parlé publiquement, j'ai reçu la même réponse à chaque fois: ça n'a rien à voir avec notre culture, c'est un point américain. Est-ce que un point américain sans référence aux armes en question, hein, mais un point de culture euro-américaine. Euh, Comment réagis-tu à ces assertions? Alors, au départ, avant de travailler sur cette question, cela aurait pu être mon réflexe. Maintenant, ayant travaillé sur ces enjeux de l'accès aux armes, eh bien, c'est quelque chose qui est faux. En France, jusqu'à 1939, on a un régime de l'accès aux armes qui est très proche de celui actuellement en vigueur aux États-Unis. La possession des armes est libre. Il y a des restrictions à leur port public, évidemment,
mais la possession, l'achat et la possession des armes est libre. Donc ce qu'on appelle l'hostilité française à l'accès aux armes, c'est une hostilité qui a 80 ans, qui a été instituée à la veille de la guerre, prorogée par Vichy, punissant de mort des gens possédant des armes. On peut l'expliquer peut-être par la guerre, mais ensuite, à la libération, la chose est maintenue. Donc l'hostilité aux armes en France, elle a 80 ans, pas plus. En 80 ans, on a fait de la France d'un pays qui était finalement très favorable à l'accès aux armes, un pays où c'est quasiment un gros mot d'évoquer cette question. Voilà, ça c'est la première mise en perspective. Après, lorsque l'on envisage les philosophes, les penseurs, tous ceux qui ont écrit sur la cité et les citoyens, de Aristote et puis allons jusqu'à la Révolution, tous, absolument tous, se positionnent en faveur d'un accès des citoyens aux armes. Être citoyen, être armé, c'est un pléonasme. Le citoyen est armé. Et c'est pas parce qu'il est armé qu'il est citoyen, c'est il est citoyen, donc il est armé. C'est une réalité qui est expliquée par de nombreuses raisons, ou dans lesquelles finalement la plus immédiate, la plus naturelle, rappelée par Cicéron, la légitime défense, le droit de se défendre, euh, une vérité que l'on tient de la nature même, dit Cicéron, que nos maîtres ne nous ont pas enseigné, ce n'est qu'une raison parmi d'autres. Ce n'est pas la plus importante. La plus importante tient vraiment à la citoyenneté politique. Le citoyen doit être armé pour défendre la patrie. Alors on le comprend bien à l'époque grecque, parce que la perte de la patrie, la perte de la cité, c'est la réduction en esclavage si l'on n'est pas mort. Toutes les libertés individuelles à l'époque grecque viennent de l'appartenance à une cité libre. Donc il y a la défense de la patrie, il faut des armes pour défendre la patrie. Et puis, l'autre point fondamental, oublié par la suite, ou en tout cas oublié aujourd'hui, c'est la résistance à la tyrannie. Cette idée que il peut y avoir des tyrans, hein, c'est un des moyens de déviation des sociétés politiques qui est évoqué, mais la monarchie, le pouvoir d'un seul, qui est un bon gouvernement pour Aristote, peut dériver vers la tyrannie. Eh bien, si le tyran a face à lui des citoyens armés, eh bien, il aura beaucoup plus de difficultés à mettre en œuvre sa tyrannie. C'est d'ailleurs pour ça, dit Aristote, que le tyran se fait assister par des soldats professionnels. Alors que les hommes libres, eux, on ne leur fait pas faire n'importe quoi. Et cette idée de résistance à l'oppression, de résistance au pouvoir tyrannique, on la retrouve dans toute la philosophie politique du XVIIe, XVIIIe siècle, avec John Locke. On retrouve cela chez Montesquieu. Machiavel, auparavant, avait dit la même chose. Et cela fait le fond de la pensée de Robespierre. L'idée, c'est que le citoyen est un homme libre, un homme armé, prêt à défendre la liberté. Voilà. Et ça, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. On a ce discours sur vous voulez que tout le monde soit armé, c'est le Far West, on va tous s'entretuer. Voilà, c'est un peu ce qui nous est servi habituellement dès qu'on parle d'accès aux armes. Xavier Hofer le soulignait, ça. C'est la culture traditionnelle française est une culture de l'arme. Mettons de côté l'arme à feu, à cause de ces 80 ans de moratoire. Bon, très bien. Le... Mais la culture française traditionnelle, moi je viens d'un village de 127 habitants, je pense que je peux en parler, est une culture de l'accès, de l'omniprésence des armes blanches. Oui. Bon. Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas d'assassinat multiple il n'y a pas de règlement de compte campagnard à coup de faux, quoi qu'on en pense. Donc, si tu veux, si tu veux, pour le juriste que tu es, est-ce que on va pas un peu vite en besogne entre l'accès aux armes et la violence? Est-ce que c'est l'accès aux armes qui fait la violence? Je crois que la réponse est absolument négative. Il n'y a pas de lien direct entre la possession d'une arme et la violence. Et on en a des nombres d'exemples partout sur la planète. Dès qu'on parle d'accès aux armes, tout de suite, c'est regarder les États-Unis. Laisser les gens accéder aux armes, cela conduirait à des tueries de masse.
chacun serait en mesure de tuer son voisin. La réponse à cela, elle est très simple. Pas besoin de partir aux États-Unis. C'est le modèle suisse. C'est l'exemple suisse. La Suisse, c'est le troisième pays au monde en termes de nombre d'armes par habitant. Les États-Unis sont le premier, suivi par le Yémen, et on a ensuite la Suisse. La Suisse, donc, très large majorité des citoyens est armée en Suisse, et on n'a pas de tuerie de masse en Suisse. Quand on va en Suisse, on n'a pas l'impression d'être dans un pays où tout un chacun pourrait à tout instant ouvrir le feu sur ses voisins. Donc il n'y a pas un lien direct entre l'accès aux armes et les tueries. Si on prend même les États-Unis, j'ai tout un chapitre consacré à cela, parce qu'on ne peut pas parler de l'accès aux armes sans parler des tueries de masse aujourd'hui. L'État des États-Unis dans lequel il y a le plus de tueries de masse, c'est la Californie, où il y a près d'un cinquième de toutes les tueries de masse intervenues aux États-Unis qui se sont produites en Californie, qui ne compte d'abord que pour 12% de la population. Et surtout, la Californie est l'un des 3 États où la législation est le plus stricte, la plus stricte aux États-Unis sur l'accès aux armes. Et un des États où il y a également le plus de tueries aux États-Unis, c'est l'État de New York, où, dans lequel, de 1911 à 2022, il était interdit de posséder une arme à son domicile. Voilà. Donc, il n'y a pas un lien direct. Et si on continue sur ces exemples de tueries, les pays dans lesquels il y a le plus de violence au monde, c'est l'Amérique latine. Or, dans ces pays, il n'y a pas de tuerie de masse au sens d'un individu qui va ouvrir le feu sur la population. On a des règlements de compte, on a des meurtres, on a des enlèvements, il y a des prises d'otages. On observe le même type de phénomène en Afrique noire, en Afrique centrale, mais on n'a pas ce phénomène de tuerie de masse. Donc, il n'y a pas de lien entre l'accès aux armes en tant que tel et les tueries. D'autant que partout, même lorsqu'il s'agit d'un droit du citoyen, je pense à la République tchèque, je pense aux États-Unis, l'accès aux armes est conditionné par un certain nombre de conditions légales, à savoir santé, aptitude au tir, entraînement, connaissance, etc., etc. Donc on n'est pas n'importe qui peut avoir des armes. Et dernier point, et puis je te redonne la parole, mais euh, les criminels, les délinquants, euh, n'ont jamais eu la moindre difficulté pour accéder aux armes. On le voit encore très fréquemment en France. Quand on parle de l'explosion de violence à Marseille, avec près d'un mort par semaine, dans beaucoup de règlements de compte de gangs, aujourd'hui, ces règlements de compte se font au fusil d'assaut. Euh, Lorsque j'étais étudiant il y a une trentaine d'années, il y avait de la violence, il y avait des morts, mais une quantité bien moins importante et avec des moyens finalement plus artisanaux. On était avec un fusil à canoncier, un pistolet automatique. On est monté en gamme ici, alors que tout cela est parfaitement interdit. On va revenir sur ces 2 points. Restons du côté américain de l'Atlantique pour l'instant, mais on conclura par ce que tu as dit, parce que c'est très important. Je pense qu'il faut souligner pour nos spectateurs que là où tu as tout à fait raison, c'est que l'un des conflits les plus violents de ce monde, c'est le cercle Aristote le sait bien, vu que nous avons un des membres du cercle qui est l'un des principaux correspondants de la presse française pour les guerres des narcos, Jonathan Alperi. Donc, c'est les guerres contre les narcotrafiquants. Bon. Donc, ça, c'est le premier point. Et ce qu'il faut bien voir également sur sol américain, c'est que le phénomène des tueries de masse, on le met sur le dos des armes parce qu'il y a d'autres explications beaucoup plus dérangeantes à cette particularité américaine qu'est la tuerie de masse. Il y a des particularités en termes de multiculturalisme, quand on voit le profil de ceux qui les font. Il y a des particularités en termes de médication des populations et de mise sous tutelle de camisoles chimiques, parce que l'exemple le plus célèbre pour les Français, alors certes, c'est maintenant un vieil exemple,
Et pour la jeune génération, ça va rien leur dire, vu que même le film de Lars von Trier, les jeunes l'ont pas vu. Mais dans ma génération, on disait accès aux armes, on te répondait Michael Moore, Columbine. Bon. Euh, Moore, c'était déjà à prendre à 2 degrés, parce que Moore s'interrogeait mais ne donnait pas la réponse sur comment se fait-il que le degré d'accès aux armes est à peu près le même de part et d'autre de la frontière nord-américaine entre un citoyen américain et un citoyen canadien. Le taux de tués par balle est 6 fois moindre. Bon, il évitait de trop s'apesantir sur la question parce que lui est militant démocrate. Très bien. Mais je pense qu'il faut le souligner, tu as un vrai problème de la santé mentale des gens qui font ces tueries de Oui, masse. Nous, dans les États européens, je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui peut être qualifiée de crime de masse de ce type-là, c'est l'affaire Breivik, dans un pays extrêmement calme. oui. Tu vois. Donc, si tu veux, Alors, je pense qu'il y a des effectivement, spécificités américaines qui sont quand même à interroger. Tu vois. alors, il y en a plusieurs. J'ai décortiqué les 150 tueries de masse américaines que l'on recense depuis 1980 environ. Alors, une tuerie de masse, c'est quoi? C'est au moins 4 victimes, en dehors des règlements de compte criminels, en dehors d'une attaque de banque, de choses comme ça, de quelqu'un qui va pour tuer ceux qui vont passer qui vont se présenter sur son chemin. 4 victimes, une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action. Il y a une dimension classique du théâtre classique dans cette tuerie. Quand on les examine, on s'aperçoit qu'effectivement, 75% de ces tueurs de masse souffrent de troubles psychologiques ou psychiatriques. Ça, c'est une première chose. D'autre part, ces crimes ont lieu quasi exclusivement dans des zones urbaines. Les 10 États les moins peuplés des États-Unis n'ont à ce jour connu aucune tuerie de masse. Donc il y a un lien à l'urbanité, il y a un lien à la psychiatrie, il y a évidemment la dimension médiatique, on se filme, on se met en scène. Et ce qu'on oublie de rappeler aussi, c'est que l'exemple de Michael Moore avec Columbine est tout à fait apparent, c'est que près de la moitié de ces tueries de masse aux États-Unis ont lieu, interviennent sur le lieu de travail. Et l'école, dans une certaine mesure, c'est un peu le lieu de travail du lycéen ou de l'universitaire. Donc, on a un très gros problème de rapport à la vie professionnelle, et ça, on en parle très peu. Alors, ça, c'est sur les États-Unis. Donc, près de la moitié de ces tueries sur le lieu de travail. Ça en dit beaucoup sur la vie américaine. Alors, après, sur l'Europe, il y a bien sûr Breivik, qui est à la fois un crime politique, attentat terroriste, crime politique, mais au-delà de Breivik, euh, on s'aperçoit, mais il faut aller dans la rubrique des faits divers. Il n'y a pas d'études sur les crimes de masse en France. Il y a 3 thèses qui s'en rapprochent, elles sont toutes en médecine. Aucun travail de sciences sociales là-dessus. Rien en droit, rien en sciences politiques, rien. Alors, il faut aller dans la rubrique des faits divers, c'est ce que j'ai fait. Et en France, depuis 1990, on compte au moins une vingtaine de tueries de masse. Une des plus connues, c'est Nanterre, l'attentat, enfin la tuerie au conseil municipal de Nanterre, où le militant de la Ligue des droits de l'homme et de Europe Écologie Les Verts, enfin à l'époque c'était Les Verts simplement, Richard Durn, fait quand même 30 victimes. Et il y en a un certain nombre que l'on retrouve, euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, l'Allemagne, sont des pays qui connaissent un très grand nombre de tueries de masse. Alors, pour la France, elles ont rarement lieu avec des fusils d'assaut. On a plus de moyens moins forts techniquement, avec des calibres plus petits, du fusil de chasse, des fois du 22 long rifle, quelques pistolets. Mais si on additionnait à l'échelle des 30 pays de l'Europe de l'Ouest, le nombre de ces tueries intervenues, eh bien, nous aurions un nombre de tueries au moins à la hauteur, voire plus important que ce qu'il est aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, un certain nombre de choses, pour revenir sur les États-Unis,
On est à près de 10% de ces tueries où le tueur a été stoppé par l'action de citoyens armés, bien avant les forces de l'ordre. Et dernier point, c'est un des effets pervers euh, des lois anti-armes. Les États-Unis ont établi dans un certain nombre d'États ce qu'ils appellent des zones drapeaux rouges, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il est interdit d'avoir des armes. C'est-à-dire que même si l'État autorise le port d'armes, dans telle zone, il sera interdit d'en avoir. Et aux États-Unis, ça peut coûter très cher de ne pas respecter une législation. Ce qui veut dire que dans ces zones, aujourd'hui, si quelqu'un décide de pénétrer pour commettre une tuerie de masse, eh bien, il aura face à lui des gens dont il saura qu'ils ne sont pas armés. Et dans les tueries les plus récentes, on s'aperçoit qu'elles ont lieu dans ces zones, ces safe zones, ces zones protégées, dont on a voulu faire des zones sans armes. Voilà, c'est. Donc, il y a des spécificités américaines, mais si on étudiait chez nous en Europe ces tueries de masse, on s'apercevrait que on n'a peut-être pas tant de fierté à avoir parce qu'on n'est pas si loin que ça des États-Unis et on les a peut-être même dépassés. Mais il n'y a pas d'études systématiques de ces tueries en Europe. Voilà. Si tu veux, là, tu lèves un point très important, qui est le problème du biais statistique et de l'absence de données. Je vais donner un point qui est simple. Tout l'amical de la pleurniche, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sociologie de l'excuse, reste arc-bouté sur un fait simple. Le nombre de meurtres en France n'évolue pas. En réalité, ce qui n'évolue pas, c'est pas le nombre de meurtres, c'est la possibilité pour les secours de sauver quelqu'un qui a été poignardé ou qui a été abattu. Et c'est donc l'augmentation en technicité des services de SAMU et de SMUR. Bon. Là où Xavier Hofer, là encore, a fait un excellent travail, comme souvent et comme toujours, c'est qu'il a mis en parallèle le nombre de tentatives d'assassinat qui aurait été, rien qu'à la fin des années 80, c'est pas si vieux, la preuve, j'en viens, et qui auraient été des assassinats réussis dans les Oui, conditions de la médecine d'urgence de l'époque. Bon, donc ne serait-ce seule que l'amélioration de la médecine a permis d'éviter. voilà. Or, le souci, c'est alors je sais que la criminologie est l'un des parents pauvres de la sociologie en France, ça c'est indiscutable, mais il y a, et tu as tout à fait raison, il n'y a pas d'études. Alors il n'y a pas d'études parce qu'il n'y a pas de volontaires, parce qu'il n'y a pas de données ou parce que personne ne le veut. Ça, si tu veux, c'est une question difficile pour le scientifique, hein, je l'entends. Bon, je crois qu'il y a un peu de tout ça. Euh, si on prend la recherche universitaire, j'ai longtemps travaillé sur les questions de sécurité et de défense, personne ne travaille là-dessus. C'est mal vu, c'est malvenu. Alors, il n'y a pas de censure, bien sûr, mais on évite certains sujets. Si on prend le droit pénal américain, il y a aux États-Unis, donc c'est à propos de l'utilisation des armes. Ils connaissent la légitime défense, soumise globalement aux mêmes critères que chez nous, et les Américains connaissent deux autres grandes théories juridiques issues du droit britannique. C'est ce qu'on appelle la doctrine du château d'abord, et la stand your ground. Tiens ta place, défends ta terre. La doctrine du château, c'est une doctrine qui est à côté de la légitime défense, qui considère que tout Américain est chez lui dans son château et qui autorise toute personne à repousser par les moyens qui lui semblent le plus adéquats toute personne se trouvant dans sa propriété sans son invitation. Concrètement, quelqu'un est chez vous, vous avez le droit d'ouvrir le feu pour le repousser. Alors, la portée du chez vous varie selon les États américains. Ça peut être l'ensemble de la propriété, la maison, voire la chambre.
Ailleurs, on ajoutera aussi le véhicule, voire le lieu de travail. Et cette doctrine s'applique dans l'ensemble des États américains. Quelqu'un pénètre à votre domicile sans que vous l'ayez invité à le faire, vous avez la possibilité d'ouvrir le feu pour le repousser. Et il n'y a aucune conséquence pénale ou civile. On n'est pas dans la légitime défense. On est dans la protection de son domaine. Donc, c'est à des années-lumière de ce qu'on connaît en France. Et la stand your ground est encore plus forte comme règle. La stand your ground s'applique dans 35 États américains environ. C'est une loi qui dit que dès lors que vous estimez en danger, vous avez la possibilité d'ouvrir le feu. Vous n'êtes pas obligé de battre en retraite face à une menace. Vous avez la possibilité d'ouvrir le feu. Alors, il y aura éventuellement procès. On verra les circonstances pour voir si c'était justifié ou pas. Mais ces deux doctrines de l'utilisation des armes, à côté de la légitime défense, sont à des années-lumière de ce que l'on connaît en France. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut appliquer ça en France, évidemment non, ça ne sort pas de ma position. Simplement, ces deux doctrines qui gouvernent quand même tous les États-Unis. Vous prenez la totalité des livres de droit pénal, les encyclopédies juridiques, il n'y a pas une ligne sur la doctrine du château et la stand your ground. Voilà. On forme aujourd'hui des milliers de juristes, il y a des pénalistes, il y a des avocats, ils n'ont même pas entendu parler de ces doctrines. Je ne dis pas qu'il faut les défendre, mais au moins savoir comment ça fonctionne ailleurs. Parce que ces doctrines sont assez importantes. Voilà. Nous avions commencé pourquoi j'avais écrit cela. Ben, la méconnaissance du sujet, elle est quand même abyssale. Alors, si on ne vous parle pas de quelque chose, eh bien, ça ne vous donne pas nécessairement envie de creuser un sujet dont on ne vous a pas parlé. Ensuite, bah, c'est à contre-courant des tendances modernes. Voilà. Et puis, bah, de ce fait-là, il n'y a pas de financement sur ces questions-là. Voilà. C'est un sujet tabou, en quelque sorte. Ça me permet de rendre un hommage vraiment appuyé à ton livre, à ton travail. Parce que, Merci. je vais te dire, c'est vraiment un ouvrage majeur sur le sujet. Moi, je l'attendais depuis que tu m'en avais parlé. Je vais dire, je ne saurais trop le recommander, car c'est vraiment quelque chose d'important. Tu as fait un travail important, je tenais à te le dire, parce que c'est, si tu veux, c'est y compris dans les rangs nationaux, si tu veux. Le, moi, à titre personnel, je l'ai toujours dit, ça n'engage pas le cercle en lui-même, mais il se trouve que par des hasards de vie, moi, je suis quelqu'un de ce qu'on appelle un rigoriste. Tout simplement parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui ont été des victimes de... Et donc, j'ai une certaine vision de la sanction pénale, particulièrement dans les cas de violence gratuite ou de violence sexuelle. Très bien. Je connais assez intimement le système judiciaire français pour ne lui accorder qu'un crédit très mesuré, disons ça comme ça. Et je dirais même avec une phrase d'un de mes bons amis, elle n'est pas de moi, donc que personne n'hurle. Je reconnais un imbécile tant qu'il est français au fait qu'il me dit j'ai confiance dans la justice de mon pays. Donc, au-delà de cet hommage, on va terminer sur la situation française. Tu vois, ton ouvrage est d'autant plus important, à mes yeux en tout cas, que nous allons, à un moment ou à un autre, euh, et, et attention à ce qu'on me comprenne bien. Moi, j'appartiens au courant des théoriciens de l'État. L'autodéfense est toujours un échec de la force publique. Parce que quand on laisse à des... Nul ne peut condamner des pères de famille pour le fait de défendre leurs enfants, et théoriquement, cette violence légitime d'autopréservation, l'État, c'est la théorie hobbesienne qui le dit,
l'a prise en, en échange de l'assurance que l'État la ferait respecter lui-même avec la dernière des violences. Donc je n'appelle absolument pas les gens à se faire justice eux-mêmes, que personne ne fasse semblant de rien comprendre, mais il y a un véritable sujet dans la France d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un sujet politique devant même devant lequel les camps nationaux reculent, je pense, de manière assez inintelligente, c'est le fait que les populations, devant l'échec de la force publique, voudront protéger leurs enfants parce que on ne peut pas demander à une population d'enterrer les siens joyeusement. Bon. Donc, question, que penses-tu, eu égard justement à ce que tu as pu voir dans différents pays par rapport à l'accès aux armes, de la situation française actuelle? Et pour toi, y a-t-il, sans aller peut-être jusqu'à un alignement sur ce qui se fait dans des pays occidentaux plus laxistes, y a-t-il néanmoins pour le juriste que tu es, disons, des avancées juridiques ou des innovations juridiques qui sont transposables en France et qui pourraient être utiles? Ce sera ma dernière question. Alors, le premier point, tu l'as dit, mais il faut le répéter, tu as raison, il ne faut pas confondre euh, autodéfense et se faire justice soi-même. Euh, les mots ont un sens. L'autodéfense, c'est la personne se trouve dans une situation où elle est agressée, elle est confrontée à des agresseurs qui en veulent à sa famille, à ses biens, à sa personne, et en dehors de toute autre possibilité, en absence de force de l'ordre, la personne se trouve contrainte d'exercer elle-même sa propre défense. Voilà. Alors, et effectivement, dans le cadre de l'autodéfense, être armé est un moyen puissant. Euh, un des points clés qui me fait retrouver les anciens et dire que le citoyen doit être armé, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'État n'assure plus son rôle, ne parvient plus à assurer la sécurité globale sur le territoire. La justice, pour un certain nombre de gens, n'exerce plus sa mission, ne fait plus peur. Et eu égard à cela, eh bien, la personne doit pouvoir se défendre à l'encontre de gens de plus en plus violents. Or, aujourd'hui, finalement, l'État qui ne parvient plus à utiliser sa force pour maintenir l'ordre, arrive au contraire à utiliser sa force, soulever tous les moyens dont il dispose contre les citoyens qui voudraient se défendre et trouver les moyens de se défendre. Et là, je crois qu'il est fondamentalement illégitime. Si l'État n'assure plus sa mission, il est illégitime qu'il souhaite empêcher les individus, les citoyens, de trouver les moyens de se défendre eux-mêmes. Voilà. Et ici, alors, les partis nationaux, dans leur globalité, évitent de se prononcer sur la question. Ils sont gênés aux entournures, ils ont déjà une image de rigueur, de fermeture, voire de machisme et de violence. Eh bien, par rapport à cette image-là, ils ne souhaitent pas en quelque sorte rajouter une dimension qui serait facilement critiquable par les médias mainstream, qui serait de dire ils veulent distribuer des armes, c'est l'Amérique, c'est la violence. Et donc, ils bottent prudemment, j'ai tendance à de dire d'être imprudemment en touche, en considérant que ça ne fait pas débat. Voilà, c'est la position française, ça ne fait pas débat. Lors de la dernière présidentielle, le seul moment où on s'est approché de cela, c'est lorsque Éric Zemmour avait abordé la thématique de la défense excusable, c'est-à-dire une atténuation, une légitime défense présumée, telle qu'elle existe en Suisse d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Et il avait eu droit immédiatement à une volée de bois vert de la part d'Emmanuel Macron qui lui disait: nous ne sommes pas aux États-Unis, on ne se fait pas justice soi-même, c'est pas le Far West ici. Et les autres candidats n'avaient pas évoqué la question. Alors maintenant, que peut-on faire? Je crois qu'on a
à proximité quand même, outre la Suisse, un pays assez intéressant, c'est la République tchèque. Et c'est d'autant plus intéressant que la République tchèque n'a pas l'image sulfureuse, par exemple, de son voisin hongrois. Dès qu'on parle de la Hongrie, à tort ou à raison, on va dire c'est Orban, c'est l'extrémisme, etc. La République tchèque n'a pas cette image-là. Or, la République tchèque a souhaité réviser sa constitution pour y inscrire le droit à l'accès aux armes, un deuxième amendement à l'américaine. La révision de la constitution est intervenue, mais au Sénat, il n'y a pas eu la majorité constitutionnelle requise. Donc, ils ont repris leur copie pour modifier leur déclaration des droits de l'homme pour dire que chaque individu avait le droit d'utiliser des armes pour se défendre et était toujours fondé à se défendre jusqu'à utiliser des armes. Et les lois, finalement, établissent un régime qui est assez intéressant, qui considère que le citoyen est un être sensé et qui, à partir du moment où il satisfait à des obligations légales, de formation, d'entraînement au tir, de connaissance des armes, de certificat médical, psychiatrique, eh bien, à partir de là, le citoyen qui le désire peut demander à avoir une arme. Et l'administration n'a pas à se faire juge, à sonder les armes et les cœurs des citoyens. Et la République tchèque, en l'espace d'une quinzaine d'années, a établi finalement le régime le plus libéral au monde après celui des États-Unis. Et finalement, aujourd'hui, en République tchèque, l'hypothèse d'un retour en arrière ne se pose pas. On a donc un régime qui s'est construit où, après l'interdiction nationale socialiste, l'occupation des Sudètes, etc., puis l'occupation soviétique, le régime communiste qui interdisait les armes, eh bien, a renoué avec ses traditions historiques, puisqu'en République tchèque, on a des textes sur l'accès aux armes qui remontent au début du XVIe siècle, que les politiciens ont remis au goût du jour. Donc, en France, finalement, nos 80 ans d'interdiction des armes pourraient tout à fait être corrigés par la mise en place progressive d'un régime reposant sur la reconnaissance de la qualité du citoyen. Ce qui est dommage, c'est que si on va vers là, c'est plus par un démembrement de l'État qui n'arrive plus à assurer ses missions, plutôt que dans le cadre d'une réflexion sur le citoyen et son pouvoir. Voilà, mais c'est un sujet brûlant que la classe politique préfère éviter. Cher Bertrand, merci beaucoup. Merci. Je renvoie à la découverte vraiment de ce livre qui mérite de faire date. Merci à tous. Donc, Prendre les armes, donc édition du Paul et Marc. Merci à tous. Et un grand merci de cette invitation. Et à très bientôt. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.